Bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée Pour une planète durable, un site de débat et d'échange autour du développement durable dans le cadre de la semaine du développement durable organisée par le ministère de l'écologie et l'ADEME. Et nous allons parler ce matin de consommer autrement avec les produits bio, les économies d'énergie, l'éco-conception des produits et le développement local par approvisionnement, la réduction des déchets, le développement local. Nous allons parler de tout ça avec Serge Papin, qui est PDG du groupe Système-U. Serge Papin, bonjour. Bonjour. Merci de votre participation. Donc nous allons voir avec vous effectivement comment le commerce peut être plus responsable, plus équitable et opter pour le développement durable. Donc vous avez toute une vie vous-même faite dans la distribution depuis votre plus tendre enfance et jusqu'à maintenant. Ça date, oui, malheureusement. Et notamment dans le groupement Système-U où vous avez passé, je peux dire, quasiment l'essentiel de votre carrière. Pratiquement toute ma carrière, oui. Je vous propose de commencer par présenter rapidement ce qu'est le groupement Système-U et nous allons indiquer tout de suite par la première question après. Alors Système-U est un groupement de commerçants indépendants qui est organisé en coopérative pour tout ce qui est des outils collectifs. Et en même temps, chacun d'entre nous est patron, propriétaire, exploitant de son affaire, qui est une entreprise familiale. J'ai d'ailleurs moi-même un magasin en Vendée à Bretignolles-sur-Mer. Donc chacun d'entre nous est impliqué dans l'action de groupe et donne du temps au travail collectif. Et donc c'est un petit peu différent parce que nous ne sommes pas cotés, nous ne sommes pas en bourse, on n'est pas un groupe capitaliste au sens strict du terme, mais on est vraiment un groupe coopératif et qui existons. On est sans doute les plus vieux dans ce métier, puisqu'on existe depuis 1894. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc je vous propose d'attaquer tout de suite la première question. La première question qui vous est posée par K2000. Vous parlez d'environnement à préserver. Concrètement, ça se traduit comment dans tous vos magasins? Alors, écoutez, on a essayé de mettre en place un programme qu'on appelle U-Éco-Raison. Et ce programme, il porte sur plusieurs volets qui sont très concrets. Le premier volet, c'est les produits. Comment les produits peuvent être plus respectueux de l'environnement et aussi plus respectueux de la santé. Donc c'est tout le développement de nos produits bio, qui sont la marque U-Bio. C'est tout le rapport à certains produits qu'on essaie d'enlever de nos produits U. On est sur des tendances. Comment faire des produits sans parabènes, sans acide gras trans, sans huile de palme, etc. C'est comment relocaliser la production et réinfluencer une production proche. Voilà. Et enfin, c'est comment ces produits sont de plus en plus éco-conçus, c'est-à-dire consomment moins d'emballage. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est toute la construction des magasins, qui est faite de plus en plus avec une norme qu'on appelle la norme HQE, haute qualité environnementale, qui permet à un magasin de tendre vers la neutralité en coût carbone. Donc ça passe par la végétalisation, ça passe par les toits en piles photo avec les piles photovoltaïques, ça passe par la récupération des eaux pluviales, ça passe par la climatisation qui sert, on prend l'énergie des frigos pour réchauffer le magasin, enfin un certain nombre de choses qui sont appliquées. L'autre volet, c'est le volet déchets, c'est comment on trie et on recycle les déchets, alors les nôtres, ce qu'on appelle les DIB, déchets industriels banals. Donc ça, c'est notre responsabilité. Et comment on influence via les éco-organismes, éco-emballage, éco-folio, le retraitement des déchets ménagers. Enfin, l'autre volet, c'est le volet social. C'est comment on noue un lien avec le pays. Donc comment on encourage l'emploi durable dans les pays, parce que le développement durable, c'est aussi ça. C'est aussi l'emploi durable. Et tout ce que je vous ai retraduit là, qui correspond à notre programme, au fond, on est allé demander à nos clients, avec des tables rondes, on leur a dit, pour vous, qu'est-ce qui est prioritaire en termes de développement durable? Et ce qu'on en a retraduit,
c'était essentiellement aussi les demandes des clients. Donc voilà, on a fait coïncider les attentes de nos clients avec l'engagement de l'enseigne. Et tout ça sous un chapeau qu'on appelle U Éco-Raison. D'accord, donc ça c'est votre programme en fait, c'est votre politique. Voilà, alors j'étais un peu long dans la réponse, mais c'est effectivement le programme. Après, on peut descendre concrètement dans chacun des volets. Pas de souci, il y a plein de questions sur ça, et notamment vous parliez de localisation pour vos fournisseurs. Il y a notamment Fidji et Mania qui vous posent comme question, pourquoi ne pas mettre en rayon des fruits et légumes bio qui viennent de France, voire de nos régions. Ils viennent souvent des pays lointains, alors que des produits de saison seraient mieux pour l'éducation du respect de la planète, pour le goût. Et des courgettes en hiver, c'est non, de même pour les tomates, les poivrons et les pommes en été. Ce n'est pas non plus possible en France. Alors il y a plusieurs, dans cette question, elle appelle plusieurs réponses. La première, c'est effectivement, sans se faire forcément de reproches, mais il faut que l'on tourne la page d'une agriculture productiviste, très intensive, très quantitative, et rassemblée souvent à un seul endroit. Par exemple, il y a un producteur de carottes dans le Bordelais capable d'approvisionner la carotte sur quasi toute l'Europe. Donc c'est quand même pas plus mal d'avoir des carottes à côté de chez soi. Donc c'est encourager après la biodiversité. Je rappelle que 2010 est l'année de la biodiversité. Donc il faut qu'on encourage et qu'on en discute une agriculture plus locale et plus qualitative et plus diversifiée, et tourner la page d'une agriculture très productiviste qui faisait donc appel pour cela à beaucoup de pesticides, d'engrais, etc. On ne passera pas d'un monde dans un autre d'une façon brutale. Mais en tous les cas, il peut y avoir des tendances. Moi, je discute très concrètement avec des producteurs qui essaient. Ils ont un nom, je pense à Terrena notamment, qui est une grosse coopérative agricole. Ils disent comment avoir une agriculture écologiquement intensive. Comment raccorder la productivité et le respect de la planète. Et ils sont en route. Parce que, par exemple, au lieu d'employer des pesticides pour les mauvaises herbes, il y a des technologies. Aujourd'hui, on brûle les herbes. Vous voyez, c'est des petites choses, mais ça avance. Donc ça, c'est le premier point. Et évidemment, nous, on encourage beaucoup ça. Le deuxième point, le bio. Parce que c'est aussi dans la question. Le gros problème, là aussi, il est lié à ce que je viens de dire. C'est que l'agriculture française a peut-être trop tardé. Elle n'a pas cru au bio. Pourquoi ? Parce que le bio avait la réputation en France d'être issu des ex-68ards, complètement bobos, voire baba. Et on s'est dit, c'est un truc de marginaux. Ben non, c'est en train de passer dans le marché de masse. Et il y a une forte demande, parce que le label AB, par exemple, en matière de produits agricoles, est un label qui rassure. Et donc, du coup, nous, on a une forte demande en bio. La demande explose. Évidemment, on répond, un commerçant, il est là pour répondre à l'attente de ses clients. Et comme on ne trouve pas les produits en France, le paradoxe, c'est que plus on vend de bio, plus on achète pour l'instant les produits à l'étranger. C'est comme ça, à mon avis, ça ne va pas durer, parce que je pense que la production française est en train de prendre pleinement conscience et elle avance vers le développement du bio. Enfin, le troisième point, c'est la saisonnalité. Il faut effectivement qu'on encourage à manger les fruits de saison ou les légumes de saison à la saison. Pourquoi ? Parce qu'ils sont produits là et ils valent moins cher. Si vous prenez, si vous achetez les poireaux au moment où il faisait froid en saison, si vous achetez les choux, etc., les produits et que vous les cuisinez, je peux vous dire qu'aujourd'hui, non seulement vous respectez l'environnement, vous respectez votre santé, vous respectez la nutrition, mais en plus vous respectez votre porte-monnaie. Et il faut qu'on revienne à ça. Et c'est en route. Il y a tout un tas d'éléments qui montrent qu'on retourne à la cuisine. Parce que ça crée du lien, parce que c'est aussi moins cher de râper soi-même ses carottes que les acheter toutes râpées, par exemple. Et donc, tout ça est en route, et il faut qu'on retrouve des habitudes, effectivement, d'acheter le produit local à la saison. Et à ce moment-là, on retrouvera des choses beaucoup plus vertueuses. Et tant pis si ça ne fait pas le bonheur parfois de production étrangère aussi, qui cherchent à nous vendre des produits qui, eux... Logiquement. Voilà, mais bon, voilà.
Je pense que c'est une tendance. Alors, pour rester toujours dans l'aspect local, Karine vous demande, cherchez-vous à favoriser les producteurs locaux? Si oui, quels sont les critères de sélection? Alors, on a ce qu'on appelle les bassins d'appartenance. C'est-à-dire, c'est le lien entre une production locale et les magasins U. Alors, le premier bassin que l'on a ouvert, qui est à la fois très concret dans ses actions et qui en même temps sert de modèle pour Système U, c'est celui d'Alsace. Donc, on a produit U d'Alsace. Voilà. Sélectionné par les magasins U d'Alsace. Ça concerne 450 fournisseurs alsaciens et ça concerne un engagement qui est énorme. L'objectif, c'est que mes collègues alsaciens veulent faire 15% de leur chiffre d'affaires en produits alimentaires avec les fournisseurs alsaciens. C'est énorme. Aujourd'hui, ils sont à 12. Ils veulent monter à 15. Donc, on a mis en place une charte qui est un engagement entre la production locale et les magasins, donc localement. L'Alsace est en route. On a demain de prévu la Savoie, on a prévu la Bretagne, on a prévu la Vendée. Donc en fait, vous voyez, au fil du temps, on structure un lien local avec les magasins U et on essaie de lui donner une connotation publicitaire, de communication. Donc il y a les U d'Alsace, U de Vendée, de Bretagne. Donc c'est en route. C'est une signalétique pour... Voilà. Alors, pour rester justement dans l'aspect sélection, Laura 44 et également Patty vous demandent comment sélectionnez-vous les produits bio que vous distribuez et quelle assurance pour le consommateur qu'il s'agit bien de la filière bio. Voilà. Alors, d'abord, nous on sélectionne avec notre marque pour l'instant. C'est-à-dire on a notre marque U Bio. Donc c'est nous qui regardons tous les éléments. On essaie à chaque fois de ne pas tomber dans l'élitisme. Il faut que les produits bio soient accessibles. Si un produit bio est 50% plus cher que le produit normal, pour l'instant, on ne fait pas. On se limite à un écart maximum de 30%. Et une grande partie des produits ne sont pas plus chers avec la marque U Bio que la grande marque non bio. Parce qu'il y a déjà un écart. Oui, il y a un écart. Sur un produit classique, il y a déjà 25% d'écart. Donc quand on met le produit bio, il est effectivement 25% plus cher que le produit U. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais pas plus cher que le produit de marque. Donc ça nous sert un peu d'étalon. Troisièmement, on le fait systématiquement en alimentaire avec le label AB. Le label AB est un label très sérieux qui regarde qui fait des analyses sur les terroirs, sur la production, etc. C'est très contrôlé. Donc là, il ne peut pas y avoir de débat sur la tricherie. Où il peut y en avoir, juste, et je termine, non, mais c'est pas ça, c'est sur la cosmétologie. Là, j'encourage. Il n'y a pas la même rigueur dans l'alimentaire qu'il y en a pour l'instant. Un produit bio en cosmétique, quand il n'a pas le label AB, n'êtes pas sûr que tous les ingrédients soient bio. Hein. Il faut être prudent avec ça quand même. Je vais simplement vous demander si le label AB, donc qui certifie l'origine bio, est valable qu'en France, en Europe, dans le monde. Comment ça se passe pour... Il est pour l'instant plutôt français et développé dans certains pays d'Europe, mais plutôt français parce qu'il n'est pas très permissif. C'est-à-dire que là aussi, l'organique anglo-saxon, belge ou suisse est pas aussi rigoriste que le label AB français. Donc nous, on a fait un choix de bio qui est un choix assez strict, tant mieux. Et du coup, il est une vraie référence. J'en dirais pas autant de certains produits et de production européenne. Ce qui veut dire que quand nous-mêmes on achète un produit... C'est pour ça que je pose la question. Oui, mais il passe par le filtre ou la grille du label AB. Autrement, pour l'instant, on ne fait pas. De toute façon, bio en France, si vous n'avez pas dans l'alimentaire le label AB, c'est discutable. Et je me demande si, je ne suis pas sûr de moi, mais je pense qu'en plus, ce n'est pas légal. D'accord. Alors, pour rester justement dans l'aspect bio, 41278 vous demande, je souhaiterais utiliser des produits bio frais, fruits et légumes, mais pourquoi sont-ils si chers?
Nous ne sommes pas tous des bobos au pouvoir Ouais. d'achat élevé. Merci pour votre réponse. Écoutez, c'est vrai qu'en fruits et légumes frais, ils sont plus chers. Alors, il faut là aussi être attentif. Si vous achetez actuellement des pommes de terre en bio, des carottes en bio, voire des oranges, des pommes, il n'y a pas un gros écart, il y a 20-25%. Comme les prix au kilo ne sont pas très élevés, en valeur, c'est encore acceptable. Et le problème, c'est que la production, aujourd'hui, la production bio est trop marginale. Et elle n'est pas concurrentielle. Et c'est pour ça qu'il faut que les agriculteurs se lancent dans le bio, parce qu'ils valoriseront mieux leurs produits. Il y a actuellement, par exemple, le porc breton, vous savez, le porc va mal en Bretagne. Et pour autant, le porc, j'étais l'autre jour en Alsace, il y a du porc alsacien bio, les gars, ils fournissent pas la demande. Et il vaut 50% plus cher. Le lait bio vaut beaucoup plus cher. Donc on a une valorisation. Et plus d'agriculteurs, de producteurs vont se mettre sur le bio, plus on va rendre ce produit compétitif. Et ce qu'il faut, alors de ce point de vue-là, il faut aussi, je crois qu'on renoue avec un cercle vertueux qui sera que le producteur trouve son revenu, le commerçant trouve sa marge et que le consommateur trouve son prix. Et qu'on n'ait pas tous ces problèmes de divergence actuellement entre une production agricole, on voit bien, qui va très mal parce qu'elle est très concurrencée sur une technique de production quantitative à base de pesticides qui se répand partout en Europe. Et il y a trop de produits de ce côté-là. Voilà. Alors, le bio concerne effectivement les produits frais, mais pas que. Emmanuel Perrona vous demande, vous dites éco-responsable, mais les produits bio sont emballés de façon peu écolo. Ouais. Ce n'est pas cohérent. J'ai régulièrement d'autres remarques ou suggestions à faire, mais votre site ne comporte pas, à ma connaissance, de contact avec adresse email. Merci de ne pas... Ouais, elle a raison un peu. J'ai constaté ça. Si vous voulez, actuellement, c'est un problème comment on pourrait dire, de présentation des produits. C'est-à-dire, pour distinguer les produits bio des produits non bio, ils sont suremballés avec un petit film plastique. D'accord. Ils sont souvent dans une barquette, les pommes par 4 pommes, 4 oranges, et certains d'entre eux, effectivement, ont un suremballage. Voilà. On est parce que c'est des produits qui doivent être mieux respectés. On ne veut pas qu'ils soient manipulés comme les autres. Et c'est pour l'instant la solution que l'on a. Bon, idéalement, je vais vous dire, mais c'est toujours pareil, c'est une question de coût. Il faudrait que ces produits-là soient servis, que les gens, qu'on ait des serveurs et parce qu'autrement ça les abîme. Un produit qu'on tripote, dire ça l'abîme. Quand vous le touchez, vous le remettez. C'est aussi simple que ça. Alors on essaie, et effectivement quand ils sont un peu suremballés. Après, vous avez d'autres produits qui sont en vrac. Moi, j'ai visité des magasins U cette semaine. On a les pommes de terre en vrac, les carottes en vrac. Donc, il y a quand même tous les produits de base sont en vrac. Mais certains produits qui sont un peu plus chers sont effectivement dans un suremballage pour les respecter. Alors, elle a raison. Il faut qu'on évolue là-dessus. Mais voilà, c'est une solution, on va dire, de transition que l'on a trouvée. D'accord. Et en ce qui concerne toujours l'aspect emballage, Grismo vous demande, est-ce que Système U envisage de diminuer l'emballage de ces produits afin de limiter les déchets? Oui. Alors c'est en route. Là aussi, il faut être honnête. On ne passera pas de manière rupturiste de suremballage à peu d'emballage d'une façon rapide. Mais on est dessus. Il y a déjà des initiatives qui sont prises par un certain nombre d'opérateurs. Regardez sur les yaourts, on évite le suremballage carton pour laisser que le plastique. Plastique qui n'est pas très vertueux non plus. On est bien d'accord. Bon, idéalement, il faudrait revenir au verre, parce que le verre se recycle bien. Alors après, il y a tout le circuit du lavage du verre et tout, qui de nouveau consomme de l'eau et tout. Bon, voilà. Mais le verre, en revanche, en tant que produit, se recycle bien. Alors, on est avec 3 ingénieurs à Système U quand même, qui sont on appelle ça des éco-concepteurs. Et pour nos produits U, on fait les efforts petit à petit d'avoir moins d'emballage. Moins d'emballage sur le produit, c'est plus de produits dans un carton, c'est plus de carton sur la palette, et c'est plus de produits dans le camion. Donc on a économisé un nombre de camions
sur des produits qui ont été éco-conçus de manière spectaculaire. Donc ça avance, au rythme on a 5000 produits U, et on essaie de les passer tous sur un programme à 3 ans, on va tous les passer à l'éco-conception. On a quelques réalisations, mais il y a surtout beaucoup de projets, donc ça avance bien. Justement, vous parlez d'éco-conception, Jeannot vous demande, c'est quoi l'éco-conception des produits ? L'éco-conception, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de coûts carbone liés aux emballages, liés à l'endroit où on les achète, à l'endroit où on les produit, liés au sourcing, etc., etc. Si vous prenez, puis après, il faut parfois aussi changer de méthode d'organisation. Si vous prenez un stylo, ouais, mais même pas, je cherche un porte-mine. Porte-mine, on n'a pas. J'en ai dans mon cartable, mais tu les petits porte-mines là, comme ça, ça vaut rien. Ça vaut, ces produits, ça vaut peut-être 10 centimes d'euros. Mais comme on ne peut pas les vendre en vrac pour l'instant, c'est pour ça qu'il faut être imaginatif. On met ce qu'on appelle un blister autour, qui est une espèce de suremballage, qui vaut 2 fois le prix du produit. Donc vous voyez, on a aussi, nous, après, à revisiter nos méthodes de vente. Si on veut aller vraiment vers... Si l'emballage, l'éco-conception est prioritaire, il faudra aussi que nous, on sache vendre des produits d'une manière différente. Parce que le tout libre-service, aujourd'hui, qui est la norme dans la grande distribution, pousse à donner la place à ce qu'on appelle au packaging, un packaging qui soit sympathique, séducteur, grand, où on peut voir la marque, etc. Donc il faut aussi qu'on réfléchisse au changement de méthode de vente là-dessus. Donc on avance, hein, voilà. Justement, vous parlez du vrac et il y a aussi des questions là-dessus de Corinne. Pourquoi les magasins U ne vendent pas des produits en vrac afin d'éviter les tonnes d'emballage inutiles et polluants? Les produits comme le café, féculents, céréales et les produits U sans emballage. Ouais. C'est pas bon. Il y a un côté praticité qui vient s'opposer un petit peu à ça. Ceci dit, on teste. On teste actuellement sur certains produits. D'autres concurrents testent aussi ça sur les produits effectivement comme le café, comme les céréales, le riz, etc. On a des magasins qui testent ça. Donc on regarde, on va voir. Ça vous rappelle des souvenirs, parce que c'était comme ça qu'on vendait les Oui, autrefois, oui, absolument. Moi, je me souviens les avoir. Mon père achetait le café vert, il le faisait brûler, et par contre, on le mettait à la main dans des paquets, quoi. Mais la torréfaction sent très bon. Oui, absolument. Mais vous devez aussi, quand même, vous avez des règles sanitaires strictes à observer par rapport au vrac. Effectivement, on a les conditions de transport, les conditions de sécurité alimentaire, etc., font que on peut pas, de toute façon, on ne pourra pas passer tout en vrac. Il y a des choses. Je parlais des yaourts tout à l'heure, on ne peut pas les vendre en vrac. On achète du froid. Donc voilà. Mais ceci dit, il y a peut-être une partie des produits, certains produits de base, qui pourraient trouver une économie en étant vendus en vrac. Il faut des dispositifs qui soient effectivement très rationnels, etc. Et il y a des tests qui sont faits. Bon, l'idée étant quand même, si on peut avoir des produits compétitifs et respectueux de l'environnement et qui soient toujours emballés avec un packaging qui peut être recyclé, me paraît être une solution aussi intéressante, quoi. Parce qu'après, à partir du moment où on peut avoir la recyclabilité des produits d'emballage, du coup, il n'y a plus de débat. C'est ça qui est intéressant. Et sur les déchets, par exemple, je parlais tout à l'heure des DIB, comment on les recycle. On a un projet, on a une réalisation qui s'appelle EcoValor, où on recycle indéfiniment les cartons. Vous voyez, ils servent, ils retournent chez le papetier, qui, à partir des cartons qui ont servi à emballer les produits, sont recyclés et nous reviennent. Donc voilà, une fois qu'on fait ça, c'est déjà pas trop mal, quoi. Alors, pour rester un peu dans ces côtés plastique emballage, il y a France et Bruno
qui vous disent en fait que à l'heure où le geste écologique est de mise, pourquoi recevons-nous vos publicités sous film plastique? Pourquoi n'utilisez pas des papiers au rayon fruits et légumes, par exemple? Ou Bruno qui vous dit bonjour, Système U est le seul, et il insiste sur le seul, des magasins dans la région, tout enseignes confondues et pour le Finistère Nord, à distribuer de la publicité dans ces boîtes aux lettres, emballées systématiquement dans un sac plastique qui regroupe 2 ou 3 brochures en général. Donc il vous demande même merci de supprimer ces sacs ou plus vite. Le suremballage, c'est aussi cela. Et c'est la Terre qui vous remercie. Oui, oui. Alors, bon, ils ont raison, hein, le suremballage plastique, on l'a fait pour des raisons de praticité. Alors, il se trouve qu'on est en train de regarder, parce qu'il existe des plastiques ou des emballages à base d'amidon de maïs qui sont biodégradables. Bon. Il faut être prudent aussi sur, par exemple, remplacer les sacs plastiques par des sacs papier. Le coût carbone c'est pas bon, est pas très bon sur le sac papier. Le maïs non plus d'ailleurs. Sur le maïs, pas tant que ça non plus, je suis d'accord avec vous. Après, ça dépend quelle est la méthode. Si vous voulez, quand vous faites appel à l'incinération, par exemple, il faut savoir que les sacs plastiques servent de carburant à l'incinérateur. Alors, où c'est plus embêtant, c'est quand on fait du tri sélectif. Alors, a priori, oui, c'est pas certain que ça dégage. Les nouvelles générations d'incinérateurs, normalement, captent... normalement. Bon, on va présupposer que les nouvelles installations sont vertueuses. Bon, je retiens comment trouver un moyen de ne pas suremballer. On est sur ce sujet-là. Je regarde Jean-Baptiste Espel qui est chargé de ce dossier. Effectivement, parce que comme nos prospectus, on en a 3 ou 4 ensemble, c'était un côté pratique. Alors on est en train de chercher, y compris des liens, des petits cordons, etc. Après, sur le papier lui-même, j'en profite, le papier du prospectus. Celui-ci, il est à base de papier recyclé. Et là, je le signale parce que c'est quand même un élément intéressant. Il y a une papeterie qui vient de s'ouvrir à Grenoble et qui vient de créer 5 ou 600 emplois, je crois, et qui ne fait que du papier recyclé. Donc on ne fait pas appel aux arbres, etc. Et ces papiers-là servent prioritairement au prospectus. Donc on est dans un phénomène, ça c'est géré par un éco-organisme qui s'appelle Ecofolio, où donc on recycle, et la recyclabilité du papier aujourd'hui est assez bonne, hein, puisque je crois quasiment les 2/3 de la production papetière est recyclée. Ouais. Quand même pas mal. Natacha vous demande pourquoi les produits bio ont-ils de l'huile de palme à ce jour? J'arrête l'achat de ces produits dans vos magasins car l'achat d'un produit bio est une démarche particulière et peut-être, me semble-t-il, un peu plus sécurisante théoriquement, alors que quand l'huile de palme, qui est une huile dangereuse pour la santé, il y a de quoi se poser des questions. A priori, elle n'aime pas l'huile de palme. Oui, alors c'est toujours l'huile de palme est une huile, alors je ne sais pas si elle est dangereuse pour la santé, en tous les cas elle est dangereuse pour l'environnement. Ça c'est à peu près sûr, parce que le principal inconvénient de l'huile de palme, c'est qu'elle est produite en Indonésie et que pour produire cette huile, ils rasent la forêt primaire pour planter des palmiers. Alors c'est abominable, quoi. Parce qu'on a plusieurs questions sur Bornéo, effectivement. Ils sont en train de raser la forêt pour planter. Bon voilà. Ça, on ne peut pas accepter ça. En plus, effectivement, l'huile de palme a pas les valeurs qualitatives sur le plan de la nutrition et de la santé que peut avoir l'huile de colza, par exemple. Alors, maintenant, c'est une huile, semble-t-il, qui est plus facile à travailler pour les industriels. Mais on peut s'en passer. Et on peut y substituer, en particulier l'huile de colza. Donc nous, on a lancé, pour nos produits U, qu'ils soient bio ou qu'ils soient classiques, on a lancé la consigne auprès des industriels qui travaillent pour nous de ne plus utiliser l'huile de palme à terme. Ce qu'ils nous disent, laissez-nous le temps de nous organiser. C'est en route. Voilà, et la consigne, plus d'huile de palme. J'espère que dans le courant de l'année 2011, on aura fait progresser sur un certain nombre de produits
la disparition de cette huile qui en plus parfois est hydrogénée. Donc là c'est la double peine. Je le dis juste par parenthèse, il y a plein d'huile de palme dans les pâtes à tartiner qui parfois se targuent, je ne veux pas citer les marques, mais d'être voilà, pour les enfants, etc. Ça favorise l'obésité et ça ne favorise pas la santé. Voilà. Donc vous pouvez rassurer les nombreux internautes qui vous interrogent sur le sujet de l'huile de palme. En tout cas. On est en route pour la supprimer, mais je voudrais pas. Je vais être très honnête. Il y a encore de l'huile de palme dans les produits. Vous regarderez, c'est juste tous les produits de lait maternel qui sont vendus dans les grandes marques, Guigose, etc., ont de l'huile de palme dedans. Vous voyez, eux aussi ont des efforts à faire. Non. Pour poursuivre encore, André Lévesque vous demande, nous souhaiterons trouver dans vos magasins davantage de produits d'agriculture biologique ainsi que d'agriculture équitable. Question, avez-vous l'intention de développer ces produits? Merci. Alors l'agriculture biologique, oui, puisque du coup, on va être à la fin de l'année avec environ 400 produits bio, bio, c'est-à-dire on aura autant de produits bio que de produits premier prix. D'accord. Que de produits, c'est bien vu, les produits bio, premier prix chez nous. Moi, je souhaite qu'on développe encore. Tous les produits de base, aujourd'hui, sont possibles en bio. La farine, l'huile, le sucre, les vins, de plus en plus, les vins naturels, le sel, le poivre, la moutarde, etc., les confitures. Donc, on est vraiment parti là-dessus. D'ailleurs, la croissance est très importante puisqu'on est à 70% de croissance en produits bio. Les produits équitables. On a là aussi une ouverture aux produits équitables avec le label Maxac Vlar ou Alter Eco en association avec nos produits U. Mais sachez aussi que la notion de produits équitables, nous en tous les cas, on essaie de l'avoir en proximité. C'est bien de faire des produits équitables en café, en thé, en chocolat qui viennent de Colombie ou d'Amérique du Sud et on va continuer à le faire. Mais pour autant, il faut avoir la notion de produit équitable à proximité et d'avoir un commerce équitable avec des PME locales, c'est pas mal non plus. Martine vous demande, caissière depuis 27 ans, dont 10 à Super U, j'ai pu constater que plus d'un tiers des clients refusaient leur ticket de caisse. Je pense que nous devrions pouvoir demander à chaque client s'il désire un ticket de caisse. Il nous suffirait d'avoir une touche avec ou sans ticket pour faire des économies de papier. Il a raison, ouais. C'est une très bonne remarque. Je la remercie pour sa remarque, je la prends en compte. Il faudrait que oui, alors on a une obligation, je crois, légale de sortir une facture. Alors il faut regarder si effectivement il faut vraiment que la personne dise et à ce moment-là, il faudrait que, parce que dans tous les cas de figure, la facture sera imprimée, mais restera dans le disque dur de la machine, mais qu'on n'ait pas le double pour le client. C'est une bonne remarque. Je vais voir si c'est possible à la fois sur le plan de la technologie et sur le plan légal. Mais pourquoi pas, on peut faire remonter ça. Ouais. Et alors Céline Gio vous demande, pensez-vous que Système U a un comportement plus écolo que les autres entreprises de la grande distribution, et si oui, pourquoi? C'est une question difficile. Je pense que on a des convictions. Moi, j'ai des convictions en tous les cas. Dans ce domaine, d'ailleurs, j'ai écrit un livre avec Jean-Marie Pelt qui s'appelle Consommer moins, quand même un paradoxe, mais consommer mieux. Donc là-dessus, je suis, à titre personnel, assez engagé dans tout ce qui est le développement durable. Bon, et c'est pas récent. Notre groupe est un groupement de commerçants. Un commerçant, pour ça, je veux pas, il n'a pas vocation à changer le monde. Il a vocation à s'adapter à la demande de ses clients. Et depuis de nombreuses années, nos clients, l'opinion de nos clients va vers une demande de plus de respect de l'environnement, de la santé, ce que je disais tout à l'heure. Et donc nous avons pris le parti de nous engager, parce que ça correspondait aussi aux attentes,
plus fortement dans le développement durable. Et je pense qu'on a un temps d'avance sur au moins 2 ou 3 sujets. Le premier, c'est les produits bio. Je rappelle que nos parts de marché sont à 10%, toutes catégories, et sur les produits bio, nous sommes à 15% de parts de marché. C'est-à-dire qu'on en vend plus que les concurrents. Deuxièmement, sur les produits locaux et régionaux, c'est dans l'ADN des magasins U, puisque nous sommes des commerçants de pays, de provinces, de petites villes, et nous sommes en relation depuis longtemps avec la production locale. On ne le disait pas forcément. Alors maintenant, on commence évidemment à structurer la communication. Voilà, en tous les cas, 2 éléments concrets qui prouvent qu'on est engagé. Et le troisième, j'en avais été à l'initiative il y a une douzaine d'années sur le recyclage des déchets, le programme qui a été à l'origine du programme U Éco-Raison, qui fait que toutes les poubelles des magasins, à 90% sont recyclées. Et on a des usines, je pense à l'usine de Bournezeau en Vendée qui s'appelle Ecovaleur et qui recycle la poubelle de 100 magasins. Et alors, vous allez voir, ce qui est formidable, c'est que cette usine, désormais, est à l'équilibre sans faire appel aux cotisations, parce qu'elle recycle les cartons, les emballages, les métaux ferreux, non ferreux, le bois, etc. Elle revend, bien sûr, et elle arrive à équilibrer ses comptes sans faire appel aux cotisations 10 ans après. Donc c'est formidable. Ça veut bien dire que économie peut rejoindre écologie. Donc voilà trois éléments assez concrets de notre engagement dans le développement durable. Je crois que c'est vous qui avez été l'initiative, hein, c'est ça, d'Ecovaleur en 94 hein, déjà. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas avec des amis industriels d'ailleurs à l'époque, on s'était retrouvés. Je pense à Yves Gonor de Fleury Michon qui a été aussi, Michon, qui a été avec moi à cette initiative. Oui. En 94 hein, quand même. Oui, 94. Le temps passe vite. 94. Nat vous demande, je remarque que les produits proposés dans les rayons poissonnerie doivent être obligatoirement commandés via votre plateforme d'achat, je crois à Nantes pour la Charente-Maritime. Pour ces produits de la mer, surtout si on veut faire du local, ne sont pas disponibles dans les criers de Charente-Maritime. Alors pourquoi faire des allers-retours à ces produits ? Franchement, il n'y a pas de consigne d'acheter, non, au contraire. Sur les achats locaux de produits de la mer, quand on est sur un lieu de pêche, c'est favoriser la pêche de petits bateaux locales. Bon, en tous les cas, c'est la consigne que je donne. Il y a plein de magasins qui ont une criée localement et qui sont en relation directe, sans passer par l'entrepôt, avec la pêche, en général la pêche de petits bateaux locales. J'étais chez mon collègue là, cette semaine de Agde. Il a tous les soirs, à 18h, la criée qui arrive dans son magasin et il y a la queue pour acheter les produits de Méditerranée. Là. Par contre, on n'a pas tous les magasins qui sont connectés à une criée, donc il faut bien qu'on ait une organisation. Maintenant, il y a aussi parfois des difficultés pour certains magasins qui n'ont pas la taille, même s'ils sont sur des lieux de pêche. D'abord, il y a très peu de ports de pêche. Hein, si je prends les Charentes, la localisation, je ne sais pas où est Nathalie, là, mais... elle n'a pas dit, elle n'a pas dit, mais enfin en Charente-Maritime, en tout cas. Charente-Maritime, bon, il y a La Rochelle, mais qui n'est pas un grand port de pêche. Et il faut pouvoir avoir accès... Et parfois, un petit magasin n'a pas suffisamment de puissance d'achat pour aller relationner directement avec eux. Mais dès qu'ils le peuvent, ils le font. Moi, j'ai mon magasin à Bretignolles-sur-Mer et à côté de Saint-Gilles. On va au port de pêche, qu'il y a un port de pêche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou au Sable d'Olonne. Donc on va acheter directement. Les moules sont achetés à l'Aiguillon, les huîtres à Noirmoutier. Je peux vous citer plein de cas d'achats locaux qui sont chez nous plutôt encouragés. Vous avez aussi, je crois, une flotte, non ? Je croyais que vous aviez une... Non, on n'a pas de flotte de bateaux. On a un entrepôt il y a d'autres. On a des concurrents qui vont dans la grande pêche et qui ont des bateaux... et qui sont embêtés maintenant parce que c'est les principaux pêcheurs de poissons de grand fond et il y a quand même des quotas et je suis pas sûr que la façon de pêcher ces poissons de grand fond soit tout à fait compatible avec le respect de la ressource halieutique. Je ferme la parenthèse.
Et nous n'avons pas. On a en revanche une organisation qui est connectée avec les ports de pêche. Hein, voilà. Une question de Kermès. Bonjour, quelle est la politique de Système U pour économiser les ressources comme l'eau ou l'électricité? C'est changer, là, c'est faire appel à la technologie. Et là aussi, il faut changer d'époque. Et tout ce que l'on fait maintenant, parce que on fait appel à une technologie différente, on est beaucoup moins coûteux en énergie. Les derniers meubles surgelés, par exemple, sont fermés. La climatisation se fait sans fréon et sert à réchauffer, etc. Donc on fait appel vraiment à des technologies nouvelles qui sont respectueuses et qui sont avec la norme, encore une fois, la norme HQE. Quant à l'eau, on essaie d'avoir, on a quelques magasins qui sont équipés, pas tous, mais ça vient. On essaie de récupérer les eaux pluviales, ou les eaux qui servent, par exemple, qui ne sont pas des eaux souillées, qui servent dans le magasin, et on s'en sert pour arroser les végétations, etc. Donc on a des grandes cuves qui sont implantées dans des magasins. Je pense au magasin de Montcoutan, qui est comme ça, le dernier que nous avons fait. Et donc, ces cuves-là récupèrent les eaux, et ces eaux-là resservent ailleurs. Et ça nous permet de faire des économies importantes. Après, il y a des petites techniques, on met moins de pression, il y a des choses comme ça qui existent. Vous demandez également Totor, excusez-moi de vous interrompre, sur certains distributeurs vont installer des panneaux solaires sur les toitures des magasins et les abris des parkings au sud de la France pour produire de l'électricité et la revendre ensuite à EDF. Que pensez-vous de ce genre d'idée, pour juste rebondir? C'est une idée, oui, c'est bien. Ceci dit, il faut avoir un deal avec EDF. C'est-à-dire que la France aujourd'hui n'accepte pas quand même qu'il y ait une production de courant qui puisse servir directement à l'interne. Il faut revendre. Et toute la difficulté qu'on voit pour l'avenir, c'est qu'aujourd'hui, l'EDF est en train de diminuer le prix du kilowatt acheté, qu'évidemment, plein d'investisseurs avaient flairé le bon coup. Donc ça va se réduire. Moi, je milite pour qu'éventuellement, en respectant un cahier des charges, dans certains endroits, à partir d'une production d'électricité, ça puisse servir directement à celui qui l'utilise. Et on peut même avoir, il existe, aujourd'hui la technologie existe, on peut le stocker, il y a des batteries qui peuvent stocker l'électricité, on pourrait, imaginez, des maisons pourraient être autonomes comme ça dans des pays où il y a une bonne densité de soleil. Donc voilà, ça aura, c'est très bien. Alors pour l'instant, c'est lié par contrat avec EDF. Si EDF continue comme ça, évidemment, nous on s'inscrira dans la production d'électricité de manière un peu industrielle avec les toits des magasins. Mais s'il y avait ouverture à ce qu'on puisse à la fois produire et se servir dans le cadre du respect d'un cahier des charges, je trouverais ça intéressant aussi. D'accord. C'est pas le cas. Aujourd'hui, le monopole d'EDF. Non, c'est monopole. Enfin, ça devrait changer avec l'ouverture. Ça peut évoluer. Surtout que la technologie existe aujourd'hui pour stocker avec les batteries à gel. Freddy vous demande, avec le taux de natalité en hausse, la maternité est devenue une vraie préoccupation sociétale. Votre gamme UBB s'est d'ailleurs bien développée. Oui. Mais pourquoi ne pas aller sur les couches développement durable? Est-ce que c'est une bonne question. Alors, on peut se réjouir que la natalité soit bonne en France. Je le dis par parenthèse. Pourquoi elle est bonne? Parce que en France, on a des dispositions pour les femmes qui font qu'elles peuvent travailler, donc continuer à faire leur boulot, et en même temps, il y a autour des crèches, des choses qui existent, qui n'existent pas dans d'autres pays d'Europe. Et souvent, quand on regarde, quand la natalité baisse dans d'autres pays d'Europe, c'est parce qu'on culpabilise les femmes, on leur dit restez dans la maison, parce qu'il n'y a pas le dispositif d'accueil pour les enfants et le respect donc des mamans qui veulent travailler, comme il existe en France. Je ferme la parenthèse. Et juste quand même la femme française, et c'est-à-dire le couple, quand on parle de réduction du temps de travail et de 35 heures, si on ramène ça au couple,
le couple français est celui qui travaille le plus en Europe. Et la femme française, et oui, c'est sur marrant. la productivité aussi. Ah ouais. Oui, bien sûr. Et la femme française est celle qui travaille le plus en Europe. Voilà. Et donc, deuxièmement, sur les couches durables. Bon, moi, il se trouve que je les utilise. C'est pas simple. Hein. Je n'utilise pas que ça. Je vous assure, c'est pas simple. La technologie, à mon avis, est pour l'instant pas pratique. Alors, c'est vrai qu'une couche, c'est 85% de dérivés de pétrole. Et que elle se détruit jamais, quoi. Faut la brûler. Si on l'incinère pas, la couche, si vous la mettez, on ne peut pas la trier, etc. Donc c'est un peu embêtant. Donc il faudrait que, je crois, les fabricants, parce que pour l'instant, la fabrication est marginale. Donc il faudrait que des grands fabricants se préoccupent de ça. Et on peut, me semble-t-il, en mixant les couches telles qu'elles existent aujourd'hui, et en rajoutant, par exemple, un voile de bonne tenue, on pourrait réutiliser au moins la couche plusieurs fois. Retirer le voile, en fait. Et voilà, retirer le voile. Autrement, quand vous avez la couche durable et qu'il faut la laver, etc., c'est parce qu'il vous en faut un bébé, aujourd'hui, c'est 8 couches par jour. Donc il vous faut 24 pour 3 jours et à laver en utilisation de la machine, de l'eau et de la lessive et de l'électricité, je suis même pas sûr que ça soit mieux. C'est quand même un paradoxe. Donc il faudrait que là, du coup, il faudrait qu'on encourage et on pourrait effectivement nous aussi, avec nos fabricants, comment est-ce qu'on peut mixer la technologie actuelle, mais avec un voile d'ailleurs qui éviterait l'érythème fessier, hein, parce que c'est aussi un problème, parce que les bébés font de l'érythème fessier, parce que le truc est un peu irritant, quoi. Et donc ce voile, s'il était bien fait, et on pourrait au moins servir la couche au moins 3 ou 4 fois, ce qui serait un progrès. Voilà, c'est une suggestion que je fais à Procter & Gamble. Je vois que vous êtes très calé en couche. Oui, j'ai étudié la question. Moi aussi, mais Pascal 14 vous demande, pensez-vous développer la commande en ligne dans tous vos magasins? Cela réduit le coût CO2 car cela évite aux clients de prendre leur voiture, une camionnette mutualise les commandes pour plusieurs clients. Oui. Alors la commande en ligne, ça y est, c'est... Je suis désolé, juste Cancan qui réagit tout de suite sur vos propos couches. Il y a des couches en tissu qui comportent une partie jetable. Oui. Oui, mais il faut quand même laver la couche en tissu après une utilisation. Il y a toujours un moment douloureux. Ouais, non, mais on peut pas faire. C'est-à-dire, l'idée, ça serait de faire 2 ou 3 utilisations, quoi. Mais c'est difficile. Hein, j'ai regardé. Moi, je mixe les deux, durable et la couche lavable. Il va falloir que vous fassiez une vidéo pour bien expliquer, je pense. Ouais, on peut mixer la couche lavable et puis utiliser de la couche jetable. Bon, voilà. Alors, pour la commande en ligne. La commande en ligne, bon, on avance bien sur la commande en ligne. On aura 400 magasins équipés de commandes en ligne en 2011, 300 à la fin de cette année, 400 en 2011. Ce qui semble mieux fonctionner, c'est le système où les gens font préparer et viennent chercher. D'accord. Hein? Alors là, il peut y avoir une organisation, ce que suggère, j'ai oublié son nom. C'est Pascal 14. Ce que suggère Pascal 14, c'est qu'il puisse y avoir par quartier, etc., qui va chercher, et une mutualisation. Ça, c'est une bonne idée. Hein, et par contre, bon, c'est surtout le rapport au temps, pour l'instant, puisque les gens font faire la préparation et viennent chercher à un moment où ça les arrange sur leur retour de travail, etc. Donc, ils gagnent du temps. Voilà. Le temps, c'est quand même... un élément intéressant. Faire autre chose. Ce n'est pas inintéressant. Ça fait partie aussi du développement, ça. Ouais. Avoir du temps pour ça. Philippe Roussilla vous pose comme question, je fréquente Super U de Bâle et dans l'ensemble, je suis content. Par contre, je vis seul et certains produits sont conditionnés par 6 ou 8. Ouais. Je ne tiens pas particulièrement à manger 8 yaourts ou autres dans une journée. Oui, il a raison. Donc, on est encore sur des produits où les conditionnements sont trop importants. La tendance, c'est d'essayer d'avoir le meilleur prix sur l'unité de conditionnement normale que l'on peut acheter tous les jours. Mais ça participe de l'idée de consommer mieux. Il faut savoir qu'on est avec des années derrière nous d'offres spéciales
de produits girafes, de meilleurs prix en lot, etc., de volume, parce qu'on cherchait le volume. On est en train de dépasser ça, mais ça prend du temps. Alors il existe, j'imagine, des yaourts par 1 ou par 2, mais il a raison, pas tant que ça. C'est souvent, par 8 et par 4 minimum. Par 4 minimum, et parfois, quand on est tout seul, ou on est juste un couple comme ça, on passe les dates limites de vente, ce qui est un peu ridicule. Félie vous demande, en tant que citoyenne engagée et consommatrice, comment intégrer, vous, les consommateurs, dans votre démarche? Si je viens dans un de vos magasins demain, que puis-je faire concrètement pour soutenir votre démarche? De toute manière, il y a toujours, on le voit bien aujourd'hui, les consommateurs, d'une certaine manière, ils votent avec leur caddie. Quand ils font le choix d'acheter tel ou tel produit plutôt qu'un autre, c'est une façon à eux de dire voilà ce que je veux. Alors évidemment, nous, commerçants, il faut qu'on ait une offre suffisamment large pour pouvoir leur permettre de faire ce choix. Après, on organise souvent des tables rondes, etc., où on essaie de capter quelles sont les attentes. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on essaie d'avoir une idée de l'opinion. Après, moi j'y suis attentif, on y est tous attentifs. On a un site où on peut envoyer des mails. On n'est pas encore vraiment, on va dire, complètement bien organisé pour tout. Je le confesse un peu parce que faut une petite organisation derrière pour traiter toutes les demandes, voilà. Mais on peut s'adresser. Moi, je suis destinataire d'ailleurs souvent de mails ou de courriers, voilà, qui sont des éléments qu'on intègre, dont on tient compte, et en même temps, la plupart des commerçants sont, comme je le disais, des commerçants de pays, sont des gens visibles, où leurs responsables sont visibles. Et moi, j'encourage à chaque fois à s'adresser directement à eux au plan local, parce que plus que d'autres, on est capable d'avoir cette proximité, cette écoute. Et à ce moment-là, les demandes sont remontées et on en tient compte. Parce qu'ils sont relativement indépendants, eux aussi peuvent faire des actions. Bien sûr. Ouais. Message de Freddy. La Fiat Panda que vous louez en magasin à 5 € par jour ne devrait-elle pas être louée avec un moteur écologique, hybride, comme la Prius? Le problème c'est que oui, il a raison. Bon, est-ce que l'hybride sera vraiment le modèle écologique? Je suis pas sûr, parce que en campagne, l'hybride, il faut savoir qu'il utilise l'énergie électrique que jusqu'à 40 km/h. Et alors ça va quand on est dans Paris. Quand on est en campagne, on roule 95% du temps, on roule avec le thermique. Bon, fermons la parenthèse. Moi, je revois Fiat bientôt, parce qu'il y a une question aussi, pour être à 5 €, il faut que le véhicule soit pas cher au départ. Ça fait le même prix entre la Fiat et la Prius, elle est beaucoup plus chère. Ceci dit, j'espère qu'on sera à même de proposer des véhicules électriques, là, dès que les choses vont s'industrialiser. Et je note que Peugeot, qui va lancer son véhicule électrique en 2011, semble-t-il, ne le fera plus à la vente, mais il ne le fera qu'à la location. Voilà. Donc ça aussi, c'est des nouveaux processus où on voit bien que la valeur d'usage prime sur la valeur de propriété. Et j'espère alors qu'on pourra, dès que des fabricants vont pouvoir vendre des produits électriques de manière compétitive, on en proposera, oui. Quoique c'est pas encore décidé comment ça se fera, est-ce qu'on la batterie sera aujourd'hui ils n'existent pas. Il n'existe que les hybrides et qui honnêtement c'est très cher. C'est très cher et deux en campagne, encore une fois on fait appel qu'au thermique, donc c'est une fausse bonne idée pour l'instant. Les véhicules électriques ils sont en devenir. On attend dès qu'on les a, dès qu'on peut faire des choses. Est-ce que ça sera à 5 € par jour? Je sais pas. Voilà. Je vous sens très effectivement vous êtes très campagne, région, parce que je crois que les magasins Système U sont essentiellement dans les petites villes. Voilà, c'est ça, hors grande agglomération. C'est vrai que la problématique du déplacement est pas du tout la même. C'est pour ça que je. Oui, non, mais j'ai raison. Si c'est à Paris que c'est en province. Dire à Paris, la question même se pose pas. Être sans bagnole dans le centre de Paris, c'est normal. Voilà, c'est normal. Vous avez le métro, les bus, il y a tout ce qu'il faut. Si vous êtes, moi quand je suis en Vendée le week-end à Vouvant,
Si j'ai pas ma voiture, je peux pas bouger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il y a deux mondes là-dessus, là aussi. C'est pour ça, oui. Et il faut en tenir compte. Le monde de la province et le monde des grandes villes n'est pas du tout vis-à-vis du déplacement. On ne peut pas avoir le même type de réponse pour l'instant. Eh bien, en tout cas, Serge Papin, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce chat. Nous vous invitons à retrouver ce chat sur le site Pour une planète durable et également, je pense, peut-être sur votre site. Je vous conseille d'aller sur le site Système U pour retrouver toutes les actions de Système U. Je vous laisse peut-être une phrase de conclusion. Écoutez, moi je trouve qu'on vit une période intéressante parce que enfin, vous vous rendez compte, faire un chat sur le développement durable pour un grand distributeur, imaginez il y a 3 ans, on n'aurait pas pu le faire. Vous vous rendez compte comment les choses évoluent. Alors en même temps, on fait un constat qui est difficile, qui est parfois douloureux, mais on sent bien que les choses, en tous les cas dans les têtes, sont prêtes à évoluer. Et ça, je trouve ça formidable. Serge Papin, merci. Je rappelle que vous êtes PDG du groupement Système U. Merci pour votre participation et vos nombreuses questions. Je vous invite à poser tout de suite vos questions pour le prochain chat qui aura lieu à partir de 13h30, où nous accueillerons Danone pour vous parler le plan Danone pour la nature. En attendant, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.